Bonjour à tous. Je me présente. Du coup, je m'appelle Joanne Bonin. Ce projet, je vais vous le présenter avec Jadje, qui a pris la suite en fait de mon dev, qui complète. Du coup, dans cette partie, ce qui s'est passé en fait. Pourquoi ce sujet? C'était pendant ma reprise d'études. J'ai eu le temps de faire un sujet R&D pour l'école et du coup, j'ai essayé de combler un problème, enfin, de trouver une solution pour un problème qu'on avait au boulot, qui était les tests unitaires. Les tests unitaires, on avait tendance à avoir, on avait déroulé beaucoup de tests unitaires. Et du coup, je m'étais posé la question de comment automatiser du coup, cette partie-là. Et donc, de là, on vient le sujet, du coup, comment réussir à transformer du code de la view en JSON, exploiter ça par LLM pour ensuite l'appliquer au test unitaire. Donc, moi, je vais vous décrire dans ce sujet la première partie, transformer du code de la view en JSON, et Jadji vous parlera du coup de la partie application au test unitaire. Donc, pour un peu de contexte, moi, je travaille pour la boîte, du coup, Santum TNS, donc celle qui héberge le livre aujourd'hui. Donc, on a une agence basée à Moiran. On a aussi, du coup, la principale agence à Lyon, une à Paris et à Toulouse. Donc, ici, nous, on développe essentiellement des bancs de tests. On est une équipe de 15 personnes, développeurs, bancs de tests, où on fait, du coup, la partie logicielle, mais on fait aussi le banc en tout de A à Z. Donc, ça, c'est un peu pour lancer sur le contexte. On fait aussi, du coup, on fait du LabVIEW et des tests unitaires. Donc, un petit sommaire du coup sur qu'est-ce que je vais vous présenter. Donc, le fonctionnement de la transformation du code of view en JSON, le RAG. Donc, ça, c'est la partie un peu plus complexe à faire comprendre, mais qui est comment réussir à transformer, utiliser la doc.any, qui fait à peu près 100 000 pages, et réussir à la synthétiser pour obtenir les informations pertinentes dedans pour donner du contexte à l'IA plus condensé. Et la dernière partie qui sera l'application des unitaires. Donc, les objectifs de la transformation en JSON, c'est traduire les éléments visuels en textuels, avoir une recherche récursive dans les sous-VI, parce que quand on a plusieurs étages, il faut savoir ce que fait le sous-VI en dessous, s'il n'a pas été, il n'y a pas eu de description ou de commentaires, et ajouter, grâce au RAG, comme je disais, du contexte sur les fonctions natives LabVIEW, car les LLM ne connaissent pas trop par cœur toutes les fonctions, en fait. Donc, comment j'ai procédé pour le scrapping. Donc, j'ai séparé en trois grandes parties. Donc, les diagrammes. Donc, le diagramme, en fait, par exemple, dans une structure case, on va avoir autant de diagrammes que de case. Il y a le diagramme top level. Le diagramme, par exemple, il y aura un diagramme dans la boucle for ou dans la boucle while. Après, j'ai séparé en tout ce qui est les fils. Donc, les fils, pour avoir toutes les informations sur tous les fils qui sont contenus dans le diagramme. Et par la suite, les éléments. Donc, là, c'est un peu là où il y a un peu tout le reste. Donc, les fonctions, les constantes, les commandes. Et donc, tout ça, ça a été possible, on va dire, ce scrapping grâce à la fonction, le nœud propriété UID, donc qui permet de donner une définition unique pour chaque élément dans la view. Et donc, c'est ce qui permet en fait au LLM après de s'y retrouver parce que si on a des fonctions qui ont le même nom, des entrées-sorties qui ont le même nom, donc ça aurait perdu en fait le LLM dans la compréhension du code. Et donc, grâce à cette UID, en fait, c'est un peu le pilier pour passer à un LLM. Donc, pour le traitement, par exemple, des diagrammes, je vais montrer un peu un exemple de comment je transforme le JSON. Donc, dans un diagramme, les informations qu'on va avoir besoin, c'est du coup son UID, son nom. Donc, son nom, ça va être, par exemple, c'est true ou false. Il peut bien sûr pas avoir de nom, c'est une boucle for. Le subdiagramme label, donc ça va être le commentaire qui va être écrit dans le texte. Et surtout, ce qui est important, c'est ce diagramme à qui il appartient. Donc, l'UID, ça veut dire ce diagramme appartient à une boucle for, à une boucle while. Et du coup, c'est grâce à la classe qu'on va savoir à qui il appartient ce diagramme. Et comme j'ai dit, par plusieurs diagrammes pour un propriétaire. Et, euh, et donc après, on a le traitement des fils. Donc là, les fils, qu'est-ce que j'ai pris ça comme information? C'est le connecteur source, l'USB encore, la liste des connecteurs de destination, le data type. Donc, c'est ici qu'en fait, je récupère, il n'y a que ici que je récupère la donnée qui circule. Je ne la répète pas dans les autres. Donc, ici, on va récupérer, du coup, comme je dis, c'est un cluster où, par exemple, c'est un cluster, on va afficher la structure. Et si c'est multi-def, pour éviter de répéter à chaque fois le cluster et de faire grossir le JSON pour rien, du coup, j'ai fait un tableau qui contient les types def et qui attribue une clé à ce type def pour que le LEM s'y retrouve en disant ah, c'est type def, ça ressemble à ça. Après, j'ai le traitement des éléments. Donc là, j'ai pris un cas simple parce qu'en fait, du coup, comme je l'ai dit, on peut traiter plein de types d'éléments.
Donc, ils ont chacune leur spécificité. Donc là, j'ai pris l'exemple index array. Donc là où ce qui est important, c'est son ID, son classe, son label, son caption. En fait, on va prendre le maximum d'informations sur lui. Et donc là, on va avoir la liste des connecteurs. Et donc c'est là qu'on va faire le lien avec les fils. Les UID des connecteurs vont faire le lien avec les fils qui ont retenu les UID des connecteurs à qui ils sont connectés. Donc par exemple, on voit connecteur UID, position 0. Donc ça, c'est la position sur l'élément où est-ce qu'il se trouve. Et donc, c'est cette liste qui va permettre de faire le lien entre tout. Et l'UID du diagramme aussi. On a diagramme UID en haut. Donc, ça va être dire à qui j'appartiens au diagramme, à quel diagramme j'appartiens. Donc, en fait, en ayant cette information et celui des fils, on peut commencer à créer le lien entre tout le monde. Et donc là, j'ai écrit 6 fonctions natives. Donc, c'est le fait que, les fonctionnalités de la view. On recherche dans la doc any avec le RAG pour ajouter plus de contexte parce que sans avoir fait ça, si je mettais un LLM juste le JSON, il avait tendance à extrapoler que fait cette fonction, même si le nom veut dire un peu quelque chose, chaque fonction a des entrées-sorties, elle a un fonctionnement un peu différent et du coup, ça lui permet d'apporter plus de contexte. Donc là, il y a le scrapper général, donc c'est le code en général. On va avoir la première qui va être, on peut lire le cluster. Donc, on a la liste des connecteurs in-out. Donc, savoir pour les tests unitaires, c'est important. Quelles sont les entrées-sorties de mon VI. On va avoir le bloc diagramme avec l'information du code où on aura les éléments, les fils et les diagrammes, les types def, la liste des fonctions et le VI name. Et donc, après, ça, on le transforme en JSON. Et après, j'ai un clean JSON qui permet d'enlever les JSON vides. Pareil pour alléger le LLM, le JSON parce que du coup, on paye au token quand on utilise Application, donc il faut optimiser au maximum. Donc là, on revient un peu sur ce que j'ai dit avant, les infos sur le diagramme, les fils et les éléments. Et donc là, on a la partie où après, on a une boucle for qui vient reconstituer du coup, tout ça pour que ça mette en lien les diagrammes, les éléments et les fils. Et donc en bas, on va avoir la liste des types def et la liste des fonctions helper qu'on va voir avec le règle. Donc là, on a le JSON un peu final. Donc à quoi il va ressembler, comme j'ai dit, toutes les informations. Donc ça, c'est ce que va récupérer le LLM. Donc on a une vision simplifiée. Mais il y a toutes les infos sont contenues dans chaque élément. Donc les LLM. Donc mon problème, c'était, comme je disais, c'est que les LLM ne connaissent pas précisément les fonctions LabVIEW. Donc j'ai essayé de faire un RAG qui marche pas mal, mais qui peut être encore amélioré. Du coup, qu'est-ce que c'est un RAG? On va faire la définition. Un RAG, ça transforme un document en vecteur. Des nombres qui représentent du coup le sens utilisé, qui représentent la sémantique. On aura des vecteurs qui représentent la sémantique. Puis on utilise ces vecteurs pour retrouver la bonne information et générer une réponse fiable avec l'IA. Donc après, on utilise un modèle nano petit qui, lui, en fait, va venir synthétiser les informations contenues dans ce RAG pour avoir une réponse en fait à une question. Donc là, si on n'a pas trop compris, j'ai essayé d'expliquer un peu plus. Et du coup, j'ai pris la doc LabVIEW, j'ai bien fait 100 000 parce que j'essaie de télécharger toutes les docs. C'était long, c'est des PDF, j'essaie de faire comment les découper avec script Python et tout. Donc au bout d'un moment, j'ai réussi un peu quand même à récupérer les informations dedans. Donc j'ai découpé grâce au sommaire les informations de chaque fonction. Et j'ai transformé ça en JSONL, donc un JSON ligne. Du coup, chaque JSONL tient une partie du sommaire et chaque partie de ce sommaire est une fonction LabVIEW définie. Donc des exemples sur les côtés, le create folder, incrémente, etc. Et après, on utilise un modèle embedding, donc un modèle qui est entraîné, en fait, qui va nous donner, qui va transformer du coup notre JSONL, du coup les informations sur notre fonction. Donc on aura la description et les entrées et sorties, en un vecteur du coup de 1500 à 3000 dimensions, ça dépend quel modèle on utilise. Et du coup, chaque fonction aura un vecteur spécifique. Et donc, nous, qu'est-ce qui se passe après pour rechercher dedans? Donc, on va avoir notre question. Donc, par exemple, c'est que fait la fonction machin et quelles sont ses entrées-sorties. Et donc là, on va aussi utiliser un modèle d'embedding pour le transformer en vecteur. Et donc, on va rechercher les 4 vecteurs les plus proches. Enfin, j'ai mis 4, on peut mettre 10, 1, 2. Et on choisit les vecteurs les plus proches qui ont un lien avec cette question, vu qu'en fait, là, il analyse la sémantique, là, il va trouver tous les endroits où il y aura le nom de la fonction, entrée-sortie, et du coup, il va rechercher les 4 vecteurs qui sont les plus proches. Et donc après, on va récupérer tous ces vecteurs, on va trouver en fait les textes qui correspondent à ces vecteurs. Et c'est là qu'on utilise un LLM plus petit en fait pour dire avec toutes ces informations, ma question c'est ça, les informations que j'ai trouvées dans ma doc sous forme de vecteur c'est ça.
Et du coup, tu me génères une réponse, là, que fait la fonction. Et du coup, j'ai un modèle d'IA qui va synthétiser et mettre la description de la fonction dans la liste des fonctions. Donc là, on a un exemple du RAG. Là j'ai utilisé mon vieil, le vieil de scrapping sur ce vieil-là. Et donc là, on voit les informations qu'il a réussi à trouver sur sur les fonctions qui sont natifs la view dans mon VI. Donc là, on a le search and array, le or, le greater variable, et on a, par exemple, plus more spécifique là s'il n'a pas trouvé. Donc là, ça veut dire que dans ma doc, ça y est pas, j'ai fait un mauvais découpage. C'est pour ça que je dis que ça marche à 80%. Donc à des moments, il n'arrive pas à y répondre. Donc après, je pense que c'est plutôt réussir à mieux scraper la doc et à mieux gérer le jeu de données. Mais en soi, ça marche et ça écrit bien ce que font les fonctions. Donc là, je vais vous présenter deux exemples de VS scrapping, montrer comment on l'utilise. Donc là, on a un code simple, donc, qui n'est pas très important, mais un code simple, et un code plus compliqué. Donc ça, je vais le montrer après avec la démo. Donc là, pour retenir à quoi il ressemble un peu, voilà, un très simple, avec un peu plus de boucles, comment dire, plus de fils et de boucles, de structures. Et donc lui, en fait, c'est un code qui vient parser une payload pour retrouver en fait le message contenu dans la payload. Peu importe où est-ce qu'on arrive à lire, c'est en plein milieu, c'est pour trouver le message. Quoi. Donc voilà, il y a quatre éléments dans la structure case au milieu. Il y a quatre cases plutôt. Et donc là, c'est ça. Et donc là, pour donner un exemple, sur ce vieil-là, quand je le scrap, ça met à peu près 10 secondes. Ça nous fait à peu près 12 000 tokens. Et juste pour un ordre d'idée, sur GPT-5, si on mettait du coup ce vieil dans l'API, en entrée, ça nous coûterait à peu près 1 centime, 1,6 centimes, et 30 centimes en sortie parce qu'il y a on active la fonction thinking, et du coup là, il compte même des tokens, même s'il y a peu de tokens en sortie quand on pose une question. C'est la réflexion qui va nous coûter cher. Je vais présenter rapidement à quoi ça ressemble. Donc là, je vais faire une démo pour vous montrer. Par exemple, là, j'ai mes VI que j'ai présenté dedans. Donc là, il y a le VI simple. Je vais mettre en mode de scrapping. Et donc là, il nous sort notre JSON. Donc après, le JSON, on peut venir le copier. Et on peut l'exploiter en fait. Moi, j'ai déjà préchargé pour éviter là, le démo TTS add. Donc là, j'ai déjà collé pour éviter d'avoir la réflexion. Donc, par exemple, on peut aller dans un LLM basique et dire voici mon code de la view, représenter sous la forme d'un JSON. À partir de ces informations, décris-moi d'abord simplement ce que fait le code, puis donne des explications détaillées en citant les liens entre les éléments. Donc c'est là qu'on va utiliser un modèle de raisonnement, parce qu'un modèle qui n'est pas de raisonnement ne va pas du tout réussir à s'y retrouver. Et donc là, on va voir ce VI prend deux nombres, calcule leur somme, affiche cette somme en sortie et l'écrit sous forme de texte dans un fichier ouvert, tout en propageant le cluster des recoupleurs des états. Et donc là, on voit plutôt comment il a compris le code, nos explications détaillées. Et donc là, on voit que le LLM a bien fait le lien en fait, avec toutes les UID qu'on a vus, les connecteurs. Et on ne va pas s'y attarder trop, mais du coup, là, on peut voir un peu le détail de sa réflexion, que fait chaque fonction, ses entrées-sorties. Et après, par la suite, un petit schéma qui peut représenter ce que fait pareil, le fichier. Donc après, on sait qu'on peut venir communiquer avec notre code et poser des questions dessus sur notre algo, comment on l'a fait, même de transformer notre algo en Python s'il faut. Et du coup, là, ça, c'est un premier exemple. Après, on a pareil avec le Source Message. Du coup, lui qui était un peu plus compliqué. Donc après, c'est toujours pas la même chose. Là, j'ai demandé le même prompt. Là, on voit qu'on a un peu plus le gène un peu plus gros. Donc, voilà. Il faut bien remonter. Mais pour l'instant, il arrive toujours à y comprendre. Donc, il arrive toujours à faire les liens et il va nous comprendre ce que fait notre code. Donc, c'est via il parcourt un tableau de données brutes payload pour rechercher un message dont l'adresse, la taille sont décrites par deux tableaux de configuration. Il fonctionne comme une petite machine à état avec plusieurs, du coup, avec les plus en bas. Donc là, il nous cite les modes qu'il a trouvés. Et en sortie, un message, il dit si ça a été trouvé ou pas et l'index de la payload et où se situe le message. Donc là, je vais passer la parole à Djadje. Je vais vous expliquer du coup en prenant mon outil
qu'est-ce que lui il en a fait. Bon, bonjour à tous et à tous, je me présente DJ, alternant à Saint-Missionnès depuis maintenant un peu plus d'un an, donc en tant qu'ingénieur développeur BDT, dans le test. Donc j'ai eu la chance de reprendre les projets de Johan, et donc je me suis occupé de générer un script de génération de tests unitaires par BI scripting assisté par IA, donc automatiser la génération de tests unitaires finalement. Comme Johan a pu le dire précédemment, les tests unitaires, c'est répétitif en général, fastidieux, chronophage et parfois même oublié. Donc, l'objectif à travers ce script était de réduire le temps de développement des tests unitaires et de garantir une couverture exhaustive. Donc, le procédé pour se faire, c'est de prendre un BI, donc add par exemple, que Johan a pu présenter, c'était l'exemple simple, et ensuite, via IA, donc via le scrapper de Johan, puis par via scripting, de le transformer en un test unitaire avec des vieilles carrières. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec les tests unitaires, je fais un petit point, c'est pour mon cas notamment. Les tests unitaires, ça permet de valider chaque fonction d'un code isolément pour garantir sa fiabilité et prévenir les régressions. On fait des tests unitaires dans tous les langages de programmation, c'est pas nouveau. Et les tests unitaires, c'est la base de tous les tests, hein, donc cette intégration, etc., c'est les fondamentaux. Et en LabVIEW, notamment, on utilise le framework Caria, un framework de test open source pour LabVIEW. Euh, il est très utilisé parmi les LabViewers, je ne sais pas comment on les appelle, notamment parce que il est codé en G et c'est un framework intégré. Donc les tests sont des vidéos normaux, donc on peut les câbler simplement avec nos billets de test. Ils sont lisibles, donc on a plein de petits billets d'assertion, d'assert, type assertical, assertiror, etc. Ils sont déjà faits. Et c'est rapide et fiable. On a immédiatement une fenêtre avec les résultats des tests qui est très efficace. Donc c'est très utile dans le milieu. Petit logo. Donc le workflow ou flux de travail pour ceux qui ne sont pas qui sont militants contre l'anglicisme. Donc on commence par l'extraction avec le strapper donc de Johan. On prend notre BI, add notamment, et on le fournit à l'IA qui va faire une description de ce BI. Et on va lui demander également, après avoir fait la description de ce BI, de générer des tests unitaires, donc des scénarios de tests. Il va nous faire un espèce il va simplement nous faire une liste de tests unitaires à faire sur ce BI. Et on va lui demander aussi par la suite de faire un JSON structuré d'une certaine manière que je vous présenterai juste après, à partir de cette pièce unitaire. Donc ensuite, moi, mon script, il va prendre le JSON fourni par l'IA et il va construire le diagramme qu'on voit en bas à droite, donc avec les VI Karaya, etc. Euh, un peu plus développé que l'exemple ici, mais c'est pour imager. Donc l'architecture du code que j'ai fait. Donc en premier lieu, on a le parsing et la configuration. Donc on va prendre le JSON et on va le segmenter de sorte à pouvoir l'utiliser dans la view. Ensuite, on a l'initiation du VCI cible. Donc tout ça se fait en VI scripting, c'est pour ça que je préférais bien segmenter chacun des morceaux du code, pour que ce soit plus facilement débuggable et aussi pour ceux qui ont fait un petit peu de VI scripting, c'est super particulier comme manière de faire dans la view. Moi, j'ai découvert en faisant le projet, donc j'y allé à tâtons. Donc d'abord, on crée le VI. Ensuite, il va aussi câbler d'autres instances telles que le titre du VI à l'objet. Et ensuite, on va rentrer dans une boucle où on va générer chacun des tests les uns à la suite des autres. Moi, j'ai choisi de les faire d'abord en ligne, bon, en colonne, pardon. Donc, il va générer tous les éléments dans ce test avec tous ces asserts, etc. en colonne, les uns à la suite des autres. Puis, step 06 qu'on voit à la fin, un clean-up et une sauvegarde. Donc, pour ne pas avoir à gérer plus que ça l'espacement des objets, j'ai choisi de faire un clean-up parce que c'est la manière la plus simple pour l'instant de gérer ça. Première approche. Ah, le logo. Ok. Donc, le JSON obtenu, la manière dont j'ai choisi de structurer le JSON pour pouvoir l'utiliser au mieux avec l'IA, c'est-à-dire que lui, il puisse le faire au plus simplement quand on lui demande de le faire, et aussi de pouvoir le segmenter, l'optimisation de la segmentation dans LabVIEW, donc merci, en faisant des clusters, des tableaux, etc. Donc, c'est tout d'abord de faire le test suite config qui va répertorier le chemin du VI testé, le nom, etc. et le préfixe du VI créé. Ensuite, on a le VI metadata, qui est un peu la carte d'identité, si on veut, du VI testé. Donc, il va répertorier tous les UID, tous les inputs, tous les outputs.
Ensuite, on a l'assertion type mapping. Ça va juste répertorier les VI de Caraya qu'on va utiliser dans notre test. Donc, j'ai fait en sorte dans notre JSON que l'IA va retourner, simplement lister, c'est ça, répertorier les VI Caraya qui vont être utilisés que pour ce test-là. Donc, il y en a plein. Il y a assert true, false, etc. Mais par exemple, nous, pour notre tradition, elle va utiliser que les equals, etc. et pas les autres. Ensuite, on a le test. Bon, pas besoin de développer puisque je vais vous montrer la version développée juste après. Mais ça liste tous les éléments du test, notamment les valeurs qu'on va lui mettre, les asserts qu'on va utiliser, etc. Et le résultat dans la vue est celui-ci. Donc, on a deux parties. La génération de contexte, qui va être toute la première partie, si vous voulez, propre à tout le VI. Et ensuite, le test case qui est propre à chacun des tests. Donc, c'est un tableau enfin, on ne voit pas que c'est un tableau, mais c'est normalement un tableau où il y a plusieurs test cases. Et donc, il y a tous les éléments que je vous ai cités juste en haut, cette fois-ci bien segmentés, c'est-à-dire dans des maps, dans des tableaux, pour pouvoir au mieux l'utiliser avec le VI scripting. Donc, le cœur du projet, qui était dans la boucle for, si vous vous souvenez juste avant, c'est celui-ci. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 étapes. 5 étapes qui chacun fait un élément très précis par VI scripting. Le premier, c'est le create define test. Donc, en premier lieu, pour chacun des tests, il va placer le bloc define test de Caraya, câbler, créer. Bah, ça aussi, c'est très important parce que le JSON, c'est uniquement du test. Du coup, nous, pour le VI scripting, on doit à chaque fois prendre les éléments et à partir des data types, que je vous remontre là, si vous voyez, par exemple, dans test input, dans test case, en bas à droite, test input, on a à chaque fois le name, le nom de l'input, la valeur, 10 par exemple, et le data type. Donc tout ça, c'est des strings qui vont être fournis après et on va avoir des castes, donc des transformations de type en objet LabVIEW. Et donc, d'abord, on les convertit en objet LabVIEW existants, puis on va créer l'objet par VS Scripting, et ensuite on va le mettre dans notre VI, et ensuite on va les câbler. Donc c'est dans chacun des sous-VI, il y a tout un cheminement. Et donc la deuxième partie, c'est la génération de setup pour les références. Donc dans les cas où nos VI ont des références en entrée, c'est un peu particulier comme management parce qu'on on doit initialiser ces références. Et donc, j'ai dû faire un setup qui va, et uniquement le cas où il y a des références, initialiser ces références. Puis, on va placer simplement. Ah non, on va créer les inputs. Donc, pareil, c'est le cas que je vous ai expliqué plus tôt. Donc, créer les objets, les placer et les mettre dans un. Je ne vais pas développer, mais dans une map pour pouvoir les connecter plus tard. On place l'AD, on connecte les inputs. Ensuite, on place l'assert. Pareil, on crée les valeurs attendues, etc. Le titre de l'assert et on les câble. Et puis, c'est tout. Et derrière, il y a le scripting au milieu, je ne sais pas si vous voyez, le scripting stateout, qui est un cluster ici, et qui permet de passer le jeu de données pour pouvoir les manipuler par VS-Script. Le logo, c'est la fin. Juste avant de faire la démo, les avantages pour le script réalisé, c'est que ça réduit effectivement le temps de développement des tests unitaires. Celui-ci est évolutif. J'ai essayé de segmenter au mieux pour que Johan, il a pu en 2 jours comprendre, même pas en une soirée, en une journée, comprendre tout le code et me dire s'il y avait des choses plus tard à améliorer. Les limites, pour l'instant, c'est limité aux VI simples et modérément complexes. Il y a plein de choses qu'on ne gère pas. Pourquoi je dirais plus tard. Dépendance de JSON, ouais. Donc, mon script dépend fortement du JSON qu'on lui met en entrée. Donc, si le JSON doit être parfait, tout simplement, hein, si des sections manquent ou si elles sont mal écrites, mon script va planter. Pour l'instant, il ne gère pas les erreurs. Enfin, il les gère, mais en tout cas, ça ne va pas marcher. Et donc, le reste à faire, c'est que maintenant, c'est un peu plus du remplissage. Il faut remplir tous les cast values possibles. Donc, pour l'instant, je ne prends pas toutes les données possibles. Par exemple, il y a certains types de clusters qui ne sont pas pris en compte. Il y a aussi la gestion des références. Je prends pas tout. Enfin, pour l'instant, toutes les références ne sont pas manipulables. Pardon? Couvertes. Ouais, elles ne sont pas couvertes, merci. Et puis voilà, c'est tout. La démo. Et du coup, on revient dans la même démo. Et du coup, dans la démo, on a segmenté en 2 parties. Du coup, là, comme j'ai dit, il y avait le VI. Donc là, on va reprendre le même VI que tout à l'heure. Là, on va se mettre en mode test unitaire. Donc là, dans cette démo, là, on part sur un JSON qui a déjà été généré. Donc là, on l'a déjà passé dans un LLM.
pour être sûr que moi, là, vous voyez visuellement quand ça se build. Et du coup, donc là, on a les tests unitaires qui se créent. Depuis le JSON, on a le JSON à côté ici. Donc lui, en fait, qui a été obtenu depuis un LLM genre ChatGPT ou Gemini, et en lui donnant du coup le VI, le scrapper. Et donc là, on voit que ça crée bien les tests ici, et qu'on a le rapport ici. Donc là, oui, on voit bien, du coup, bien tous les noms, les trucs. Après là, le problème, c'est toujours la propreté, donc là, c'est plus compliqué, mais là, avec le clean-up, ici, là, ça marche bien. Des fois, ça part dans tous les sens. Mais pour l'instant, là, on a quelque chose qui se construit, du coup, là, comme je dis, avec des valeurs simples. Donc après, il faut faire évoluer en fait, le code pour gérer en fait, des trucs de plus en plus compliqués. Donc là, après, je vais vous montrer rapidement avec la démo, avec le search message de tout à l'heure. Donc, on va avoir des tableaux, là, ça va créer du coup là, des tableaux, pareil, tous les tests. On va avoir 6 tests normalement. Hop. Donc, on a 6 tests et on va avoir du coup à chaque fois l'initialisation des entrées-sorties. Donc, on a des tableaux 2D. Donc, il a pu créer des tableaux pour la payload, du coup, là, c'est la taille. Là, on a par exemple les entêtes. Il a créé lui-même les entêtes qu'il fallait. Et ici, il a créé une payload. Là, il a créé une payload vide. Là, il a créé une payload pleine pour chaque test, en fait, avec des données, sans données, avec une payload en plein milieu. Donc voilà, on a des données qu'il a générées en fonction des cas de test. Donc là, pareil, si on exécute, on a les trucs qui marchent parce qu'on a prévu que ça marchait. Voilà, c'est pour ça, il faut vous montrer parce que. Mais en final, encore, en fait, il y a un truc qu'on a remarqué pour l'instant, c'est peut-être que je ne sais pas encore bien gérer l'API. Mais quand on utilise les LLM directement ChatGPT dans le chat, en général, il fait tout bon, presque. 99% du temps, il donne le bon JSON. Par contre, on utilise l'API, on a plus de problèmes, peut-être parce qu'on peut donner plus de temps de réflexion. Et donc là, c'est là qu'on va voir avec ici, du coup, l'autre mode, du coup, qui a le scrapping, le call API, et après la création des tests unitaires. Donc là, on peut voir que là, ça va prendre un peu plus de temps, ça peut prendre 1 à 2 minutes. Le plus long, en fait, c'est surtout le call API, donc ça va être la réflexion du modèle, puisqu'on l'a mis en thinking. Et donc là, les coûts sont quand même plus élevés. Donc, comme je disais, ça peut venir à coûter 35 centimes juste l'exécution d'un test. On peut réduire les coûts, c'est juste que moi j'ai mis un peu pas le modèle max, mais presque. On pourrait utiliser le modèle GPT-5 mini ou même d'autres modèles. Et du coup, voilà, c'est vraiment juste une question de coût actuel. De toute façon, les coûts se divisent et les modèles montent. Donc, moi, quand j'avais commencé, on n'avait pas des modèles aussi performants. Du coup, j'avais pas d'aussi bons résultats. Et là, c'est vrai que plus ça avance, tous les 6 mois, ça marche vachement de mieux en mieux. Le scrapping et donner les données, il s'y perd de moins en moins et on peut donner des biais de plus en plus compliqués. Et, et pour l'instant, on a quand même de bons résultats. Donc là, temps il met. Et comme il disait Jadji, ouais, le plus compliqué dans la création des VI scripting, c'était surtout les références. C'est vraiment plus compliqué parce que chaque référence a ses spécificités. C'est compliqué d'obtenir comment a été configurée la référence. On ne peut pas obtenir toutes les informations. Nous, on n'a pas réussi. Et donc, il faut créer des références basiques pour la création des fichiers, etc. En comprenant le code en entier, mais du coup, c'est un peu plus long de devoir créer chaque cas spécial pour chaque référence. Bah là, c'est Lydia qui a tout fait, par exemple. Donc là, on a des tests unitaires pour le petit VI. Donc là, ça a tout créé de A à Z. Et donc là, on rencontre souvent voilà, une petite erreur, par exemple ici. Donc là, il a réussi à créer les premiers cas. On peut regarder après aussi la pertinence. Et donc là, il a fait une erreur. Ah oui, je crois qu'on n'a pas encore bien géré le truc sur l'erreur. Et du coup, l'erreur, après, il faut pas agir sur erreur. Et du coup, par exemple, là, c'est pour ça que voilà, on a fait les deux démos. Et du coup, celle-ci, on voit que du coup, ça ne marche pas à 100%. Parce qu'il faut aussi peut-être mieux lui indiquer ou attendre que dans des LLM meilleurs ou voilà, faire un peu partout monter les curseurs. Et donc après, on peut aussi lancer, par exemple, avec la démo plus compliquée. Donc, et donc là, là, on voit bien que ça a tout généré de A à Z. Donc on a le partie scrapper, la partie JSON TU. Et là, on voit les temps à peu près. Le scrapping, ça prend 5 secondes. Le temps API, à peu près 1 minute 10, 1 minute 20. Et la temps de génération de TU, 2 secondes. Donc, à la fois, c'est pas très long, on dire, pour un TU, parce qu'en fait, on peut faire des batchs. Si ça marchait vraiment bien, on pourrait en lancer plein d'appels d'API en même temps. En fait. Donc, on n'est pas censé cumuler les temps avec les uns à la suite des autres.
Et pareil pour le scrapper, moi, c'est toujours, j'ai pas encore géré, par exemple, les classes ou les éléments spéciaux. En fait, des fois, je teste des codes petit à petit. Des fois, ah bah tiens, ça passe pas parce que bah, j'ai pas géré telle classe, j'ai pas récupéré telle info. Donc, pareil, c'est un code que je fais évoluer petit à petit en rencontrant à chaque fois des problèmes parce que j'ai pas géré quelque chose. Donc, c'est plutôt évolutif, mais on va dire que sur la base, ça fonctionne. Et après, il faudrait peut-être toujours trouver le moyen de réduire la taille du JSON, parce que bah, plus c'est court, plus l'LM, c'est moins il s'y perd. Donc il y a toujours des optimisations à faire un peu partout dans le code. Donc, je ne sais pas si on peut passer les questions. Enfin, Donc, ça charge. oui, du coup, ça peut prendre vraiment 2-3 minutes. Ok, on va regarder. C'est-à-dire qu'on va avoir les questions pendant que ça finit de lire. Voilà. Ah ouais, un peu plus de trucs génération. Ouais. Donc là, on voit, bah, il est un peu plus flemmard aussi à chaque fois. Moi, j'utilise l'API. Quand j'utilise le LM sur Internet, il me faisait 6-4 tests, des fois même plus. Et dès que j'utilise l'API, je fais pourquoi il m'en fait 3. Donc je pense que c'est vraiment que j'ai pas eu le temps peut-être de paramétrer bien, lui dire qu'il peut réfléchir plus. Est-ce qu'il n'ose pas? Parce que vu qu'il y a les coûts qui sont pris en compte, ils ont tendance, j'ai l'impression, à plus être limités. Et il est moins pertinent, comme je dis. Donc, on va l'exécuter, voir ce qui arrive. Des fois, il fait tout faux, des fois, il fait tout juste. Voilà, il fait tout faux. Et du coup, là, j'ai essayé d'utiliser des modèles plus élevés, mais du coup, je sais pas pourquoi il mettait plus de temps. Mais c'est pour ça qu'on a séparé la démo en deux, parce que bah, c'est vrai que quand on utilise le LLM en ligne, ça marche. Et dès qu'on utilise l'API, je gère pas assez, je pense. Donc c'est à voir. Mais en tout cas, il arrive à créer le JSON qui correspond bien, à créer les tests unitaires. Donc il y a toute la chaîne de A à Z. Donc après, c'est voir comment lui donner un meilleur contexte à l'API, puisqu'il y a plus de pré-prompting. Et du coup, ça s'est amélioré. Voilà. Merci, Johan. Moi, j'ai une question sur parler d'exhaustivité des tests. Du coup, c'est quoi les critères? Parce que là, on se dit, tiens, si je passe par la page web ou je passe par l'API, j'ai 3 tests ou 6 tests. A priori, il y a un des 2 cas qui n'est pas exhaustif. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai l'impression, là, je lui dis, mais fais vraiment dans l'API, je lui dis, mais essaie de vraiment tout couvrir. Et il va pas jusqu'au bout à chaque fois. Et du coup, comme je dis, l'API, j'ai l'impression, j'ai du mal à. Je règle il y a des paramètres dans l'API. Et je gère pas assez. L'autre en ligne, elle a l'air d'être plus. À donner plus, quoi. Plus sympa. L'une des théories qu'on avait, c'est que le pré-prompt dans l'IA en ligne, elle est déjà plus fournie que celle sur l'API. Elle est plus garnie que celle sur l'API, puisqu'elle est faite tout public et pour toutes les utilisations. Et donc, c'est un peu l'API, mais boosté au ferromètre. C'est un peu plus fort. Du coup, la question à OpenAI. On a contacté le PDG hier. On a connu nos 2 codes hier soir. Donc, avec l'API. En plus, c'est que l'API est plus cher. Ouais, c'est plus cher aussi, ça coûte de l'argent. Donc moi, j'avais toujours tendance à faire le scrapper, le mettre dans LLM, récupérer le JSON et le mettre dans son code. Et du coup, on n'avait pas trop de problèmes. Et dès que j'ai commencé à connecter l'API hier soir, avant-hier, ouais, bah, du coup, là, j'ai pas réussi à régler bien. Donc, j'arrive pas à obtenir le même résultat. Essayez de jouer avec la température. Ouais, bah, c'est pour ça. Après, il y a plein de paramètres et du coup. En fonction de ce que tu mets, tu peux avoir une température. C'est pour ça, il faut qu'il soit plus précis, qu'il hallucine moins. Enfin, il y a des trucs comme ça. Et du coup, et lui, c'était plus de temps de raisonnement. Je sais pas. Il y a plein de petits paramètres, mais je pense en tout cas, je pense qu'il arrive très bien à le faire dans le chat. Donc, je vois pas pourquoi il n'y arrive pas dans l'API. Justement, il y a une question de Loïc là-dessus. Est-ce que avant, peut-être Olivier, il a levé la main avant, et c'est pas intéressant, ça remarque. Et puis autant le mettre à l'honneur. C'est juste que ça allait dans la même suite que la question. Donc, Olivier, tu m'autorises? Bon, allez. Du coup, moi, j'ai une question sur est-ce qu'on peut, via ces méthodes-là, arriver à obtenir ou estimer une couverture de test du code qui est sous test? C'est souvent une donnée qui les frameworks de TestLabVIEW n'exposent pas. Il me semble que LUnit le fait. Et pour être honnête, je ne sais pas comment il le fait. C'est-à-dire à savoir tous les cas possibles, si on couvre tous les cas possibles, c'est ça? Oui, grosso modo, c'est ça. C'est les frameworks de test en textuel exposent souvent cette variable. Pareil, c'est peut-être plus facile à exploiter. Mais en LabVIEW, ouais, à ma connaissance, il n'y avait que LUnit qui peut-être le faisait. Et je m'étais demandé, je me dis, bah voilà, en fait, finalement, si on sait analyser un VI au complet,
peut-être réussir à obtenir cette information. C'est sur ça au début que moi j'avais commencé, parce qu'avant de faire la tâche unitaire, vu que j'avais pas le temps, je faisais ça long, c'était plutôt de donner l'indication à la personne en disant quels sont les cas à couvrir. Et du coup, après, ça lui permet de penser à des cas qu'elle n'a pas pensé. Et il y avait des études qui étaient sorties comme quoi les LM en général avaient tendance à trouver dans presque 95% des cas mieux En qu'un fait, je humain. dirais que pour la couverture, je réfléchissais en passant, c'est pas tant tous les cas, mais c'est est-ce qu'on passe par tous les segments de code à couvrir. Ah C'est-à-dire oui, que je sais pas si tous les vecteurs en entrée sont testés, mais est-ce que nos tests font que l'on passe par chaque élément dans notre code? Je pense que c'est plutôt ça derrière la couverture. Bah, comme du JUnit un peu. Non, je crois pas, parce que nous, du coup, l'IA, à aucun moment, elle exécute le code et elle peut voir le fil. Et on n'a pas. Enfin, je vais essayer de voir ça. après, elle sait si elle passe dans quel diagramme. Elle connaît les diagrammes, mais après, je pense qu'il faut l'orienter ou il faudrait un peu entraîner un peu un modèle pour l'orienter vers ça et qu'elle ait tendance à répondre de cette manière. Après, c'est beaucoup de pré-prompting en IA, j'ai l'impression, donc c'est toujours l'orienter. Quelques phrases, ça change beaucoup de choses des fois. Et donc, je pense qu'elle en est capable, mais il faut réussir à bien gérer. Je pense qu'il y a une piste, un truc à faire, mais en tout cas, bravo pour le boulot. Et puis, bah, je peux laisser la main à Olivier, du coup. Merci. Déjà, merci pour la présentation. Moi, j'avais une question et une remarque. La remarque, je l'ai mise dans le chat. Voilà. Mais la alors, si une remarque par rapport à ce que tu as dit, Loïc, je pense que sur la couverture du code, le Unit Test Framework de NI, il donne l'information du pourcentage de coverage d'un test en disant les cases, ce case, on n'y passe jamais. Avec les données d'entrée, on passe jamais dans ce case-là, par exemple. Ce qui fait que, par exemple, si on a l'habitude de mettre un cas erreur, nos erreurs en entrée du VI, on a tout le temps déjà 50% Enfin, on a déjà un coverage qui n'est pas à 100%, même sur une petite fonction. Donc, il y a au moins deux frameworks qui donnent cette information-là. Question sur ChatGPT. Moi, je l'ai utilisé il y a 2 semaines parce que j'ai eu du code à faire en .NET, que je ne maîtrise pas du tout .NET. Et moi, je lui ai carrément donné, alors sur des VI très simples, hein, où il n'y a pas de case, où des structures sont très simples, où on voit tout le code finalement. J'ai fait une capture d'écran, je lui ai donné la capture d'écran, et j'ai été bluffé par le retour que j'ai eu sur sa capacité à analyser ce que je faisais et ce qu'il me proposait de faire autrement. Ça ne m'a pas empêché de passer une journée complète à parler avec lui pour arriver au résultat que je voulais. Mais je ne sais pas si vous avez déjà fait le test sur une petite fonction. Je passe mon JSON ou je passe la capture d'écran et je regarde ce qu'il me dit en analyse et quelle est la meilleure analyse des deux. Voilà, question. Je ne sais pas si tu as déjà fait ce test-là. Oui, au début, ma première approche quand j'avais fait, c'était de donner des images. Mais c'est vrai que à l'époque, il y a un an, c'était limité. Il avait du mal à comprendre les fonctions ou le code. Et là, dernièrement, j'ai utilisé du coup plutôt mon scrapper, mais en lui donnant le JSON pour m'aider à optimiser un découpage de payload parce qu'il fallait être en dessous de 0,5 millisecondes. Et du coup, il m'a donné des conseils qui m'ont bien été utiles parce qu'il a vraiment compris le problème parce que en fait, il n'a pas bien reproduire le lien avec du Python, etc. Sur des algos qui sont full tableau, découpage, voilà, donc tout ça. Et donc, moi, il m'a bien aidé à un moment en lui donnant le code comme ça. Mais je donne pas d'image, du coup, je donne maintenant du coup, le JSON et en général, ça arrive à couvrir. Il comprend assez bien ce qui se passe. Ok, d'accord, merci. Et puis, je ne sais pas si on a 5 minutes juste pour échanger sur ce que j'ai mis dans le chat, je ne sais pas. S'il y a d'autres questions, je préfère laisser la place aux autres J'ai une questions. question très rapide qui est en lien avec ce que vous disiez juste là. Est-ce que vous avez essayé dans l'autre sens? Parce que du coup, balancer une image ou un JSON à ChatGPT pour qu'il puisse ensuite le mettre dans un autre langage, ok. Mais est-ce que du coup, avec ce que tu as fait là, tu peux prendre un script Python ou un autre langage ou même du .NET, en scraper le JSON et du coup essayer de générer un VI avec?
Bah, Est-ce que vous l'avez essayé? j'ai voulu essayer, mais j'étais vite limité par le fait qu'il y a le problème qu'il ne connaît pas assez bien les fonctions LabVIEW. Et donc, il faudra un modèle entraîné qui connaisse au moins les fonctions, qui puisse me dire telle entrée-sortie de l'index array. Par exemple, Ouais. bah, si j'ai un index array, bah là, direct, il ne sait pas les entrées-sorties du truc. Donc, soit il faudrait que je donne un contexte du tout, soit il faudrait entraîner un modèle, mais ça coûte très cher. Seulement Enif, une Ouais. intelligence artificielle qui s'appelle Nigel. Hein. Peut-être que ça viendra en 2026, on ne sait jamais. Pour l'instant, on n'a pas essayé parce que c'était beaucoup de boulot de faire l'inverse. C'est plus dur. Beaucoup de Bah, Nigel, de toute façon, c'est juste un noyau de ChatGPT, puis Mm. après, Ouais, bah, il manque à ChatGPT de la connaissance. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est ça le plus chiant. Ouais, mais alors, est-ce qu'il va jusque-là? Ça, C'est des propriétaires. Ouais, mais Nigel, c'est. Enfin, du coup, Nigel, il aura tout ça. Mais là, par exemple, avec ça, moi, je me suis fait un outil, pareil, à toujours optimiser, mais je sélectionne du code, je fais CTRL espace, CTRL X, et bah, ça me génère un commentaire de code. Ou une description du code, du VI, par exemple, tu as compris. Donc, Ok. après, je pourrais même automatiser le fait de dire bah, sur le projet, mais moi, toutes les descriptions. Là, j'ai pas monté la fonction récursive, que j'ai pas préparé de démo. Mais par exemple, s'il y avait des sous-VI, bah, il va dans le 3 niveaux, par exemple, etc. Il continue. Il comprend le contexte du VI, il lui met une description, il remonte, et du coup, bah, ce nouveau VI, il va le scraper à nouveau. Il va récupérer la description détaillée de ce sous-VI, comme ça, il a le contexte de ce que fait ce VI. Et il remonte encore. Et après, il fait continuer comme ça. Et comme ça lui permet d'en haut de voir, il y a que des sous-VI, bah, on a souvent des codes, il y a 5 sous-VI, Ouais. bah, il va chercher dans tous les sous-VI et il fait des analyses de chacune en mettant une description, il la récupère pour s'alimenter autour de lui-même. Comme ça, Et je sais que c'est une partie à venir, donc peut-être que je vais me répondre tout de suite, mais est-ce que tu as essayé de voir comment Nigel pouvait justement venir faire des descriptions de ces VI-là et les comparer avec ton taf? J'ai utilisé un peu Nigel, mais j'ai pas pu j'ai pas eu le temps. Okay. Mais oui, j'ai essayé de. Bah, juste des final, c'était simple quand même. Je dépose n'importe quel VI, ça c'est pas mal parce que moi, il n'y a pas le problème de version. Vu qu'il fait le sort de snippet, je crois. Mais n'importe quel VI, ça marche dedans, quoi. Donc même si c'est un VI d'avant. Alors que moi, bah, je suis limité par le fait d'être en 2024 là. Okay. Et pour des outils. Et après, pareil, il y a du Python, tout ça. Donc c'est vrai que c'est un peu une machine derrière un peu complexe. Nigel, c'est quand même vachement plus rapide à répondre aussi. Okay. Et les 100 000 pages de doc dont tu parlais, c'était pour juste 2024 du coup? Non, pour la vue en général. J'ai téléchargé en fait le help. Bah, du coup, j'ai posé la question à tout le monde. Si quelqu'un sait comment récupérer depuis la view l'aide contextuelle. L'aide contextuelle, bah, j'aimerais bien savoir parce que si j'avais fait ça, j'aurais peut-être pas fait drag en premier, j'aurais fait autre chose. T'as demandé à Annie ou pas? Non. Alors c'est qui ça? J'ai cherché partout sur les forums et trucs, mais j'ai pas trouvé. C'est ça, exactement. Il n'y avait pas de ça. Je propose, il y a Olivier, tu avais une remarque par rapport au TDD, donc le Test Driven Development, donc le développement guidé par les tests. Je te laisse prendre la parole si tu veux poser ta question ou expliquer ta remarque. Ouais, alors plus généralement, je vais faire un peu le vieux, mais l'IA, c'est bien. C'est bien d'automatiser les choses. Il faut pas, enfin, à mon sens, il faut pas perdre de vue non plus pourquoi on fait les tests, pourquoi on met un commentaire aussi. Parce que des fois, mettre des commentaires de partout, enfin, combien de fois, si ça vous est pas déjà arrivé, d'analyser un VI, de passer 1 heure dessus avec un collègue, et après de vous rendre compte que en fait, ce que vous avez compris, c'était écrit dans un commentaire, vous n'avez pas pris le temps de lire. Si on se retrouve avec des VI qui ont des commentaires partout, qui décrivent le code, j'ai peur que on perde la notion même d'importance du commentaire et de mettre le commentaire au bon endroit. Et par rapport à l'automatisation de la création des tests, j'ai un peu la même réticence, on va dire. Il ne faut pas oublier pourquoi on les fait, ces tests. Et le test-driven development, en gros, c'est j'écris mes tests avant de coder. Donc mes tests, ils vont fail parce que je n'ai pas fait le code. Et quand je vais faire le code, eh ben, une fois que le code il sera fait, normalement, mes tests marchent. Moi, je n'utilise pas du tout, enfin, je ne mets pas ça en pratique du tout. Par contre, j'ai une pratique du test unitaire qui peut se rapprocher dans un certain sens de ça. C'est-à-dire que s'il y a un bug qui est remonté, si un test unitaire peut s'appliquer, je vais commencer par faire mon test unitaire pour répliquer le bug. Et après, je vais corriger le bug.
Et des fois, il y a un bug, on commence par le corriger. Ah, ben c'est bon, c'est corrigé. En fait, on n'a pas réellement créé le cas de reproduction du bug, et le bug est toujours là, et puis on n'a pas le test unitaire qui va derrière, etc. Donc, oui, automatisons des choses, mais faisons attention à ne pas perdre l'essentiel de de ce qu'est notre travail et de l'importance de comprendre ce qu'on fait. Si tu passes ton outil sur un code qui a 5000 VI et que tu te retrouves avec je ne sais pas combien de tests unitaires, voilà, j'attends. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on va retirer vraiment de l'outil au final? Je ne sais pas. Voilà. Je ne suis pas encore convaincu. Par contre, voilà, voilà, je ne veux pas dénigrer le travail que vous avez fait, hein, loin de là, mais gardons ça à l'esprit quand même, de pourquoi on fait les choses. Voilà. Je ne veux Moi, pas casser l'ambiance. je fais une petite remarque là-dessus, Olivier. Je pense qu'il y a deux cas de figure. On dit souvent on les oublie parce que c'est du temps, c'est pénible. Enfin, qui adore faire du test unitaire? On code plus, alors il vérifie le code. Non, mais par contre, je trouve ça intéressant. Effectivement, il y a deux approches. Il y a l'approche test de non-régression, qui du coup, je pense que vous proposez intéressant dans ce sens-là. C'est-à-dire, j'ai codé un truc, j'ai quelque chose qui vérifie son comportement, et finalement, si j'ai des évolutions, je peux vérifier que je n'introduis pas une régression. Et en fait, on a un test unitaire qui permet de faire ça. Et le test de ton bug, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu t'assures qu'après, tu as des comportements connus et tu t'assures plus de la non-régression que du test unitaire dans sa définition générale. Et la question, moi, qui me vient là-dessus, c'est effectivement, est-ce que vous avez, à l'inverse, imaginé un truc où ça pourrait être, je décris ce que doit faire le VI, finalement, il me génère les tests, et là, je peux faire du TDD. C'est-à-dire que je documente ce qu'il doit faire, ça m'oblige à écrire la documentation avant, hein, je peux être coupable, je ne l'écris pas. Loïc peut en témoigner. Oui. J'ai pas de test, et derrière, en fait, je fais du TDD et je suis assisté pour écrire la phase que personne ne fait avant. Et en profiter à tout moment. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez imaginé ou pas. Moi, j'ai pu le faire, par exemple, pour un projet très récemment, mais c'est en textuel pour du Java. Quoi. Pour du LabVIEW, on y a réfléchi au début. Enfin, moi, j'ai réfléchi à un moment donné, en voyant ce que Johan avait fait, et compliqué. C'est peut-être un peu dommage de devoir écrire pour faire du LabVIEW, quoi. Enfin, je suis pas sûr qu'on fasse du LabVIEW pour écrire. Non, je suis d'accord. Dis celui qui fait de la documentation automatique. Il fait du LabVIEW pour écrire, lui, justement. Et dernier point qui me semble aussi important, j'imagine que vous avez ça, mais si vous faites des tests unitaires, il y a un truc qui est hyper important. Enfin, moi, j'ai eu l'expérience il y a 2 semaines. J'ai repris un projet où il y avait des tests unitaires, mais où les tests unitaires n'étaient jamais déroulés parce qu'il n'y avait pas d'intégration continue. Donc, ce qui fait que quand j'ai pris le projet, les tests unitaires, ils ne passaient pas. Donc, en fait, on a les tests unitaires, il faut avoir des outils automatiques pour les passer régulièrement. Voilà. Je pense. C'est aussi important. On va passer à la présentation suivante. Il restera toujours le... Pour rappel, on a le Discord sur lequel on peut échanger s'il y a des sujets. Je pense qu'il y a une question qui pourrait se poser.